Alors que la menace d'une flotte navale de la marine, du gouvernement et de l'ombre de Kizaru et Saturne plane au-dessus de Egghead, ce chapitre, pourtant simple au premier abord, mettrait en place un événement absolument sans précédent pour le futur de One Piece. La capture de Luffy, avatar du dieu solaire Nika, par ses plus grands ennemis du gouvernement mondial. Un scénario quasiment inévitable et légendaire pour One Piece. En tout cas, ce sera à vous d'en juger au fil de cette review. Yo les bros, c'est Goji, je vous souhaite la bienvenue dans cette review du chapitre 1075 de One Piece. Vous l'aurez compris, on se rapproche très dangereusement d'un événement qui pourrait changer la face de l'histoire. Ça reste une théorie, et vous verrez qu'Oda prépare peut-être quelque chose de très lourd pour la suite. J'ai très hâte d'en parler avec vous, mais tout d'abord, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je prononce même pas les termes. Vous êtes habitués, maintenant je dis plus rien. Mais surtout, je vous retrouve juste après un court placement de produit. Allez, je vous remercie les bros, et je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui sera sans doute l'un des futurs bangers de 2023, Honkai Star Rail. Par les développeurs du désormais légendaire Genshin Impact, Honkai Star Rail vous emporte dans un tout nouvel univers. Oui, littéralement, un nouvel univers puisque c'est l'espace que vous allez devoir conquérir. Arpentez l'univers à bord de l'Astral Express, visitez de nouvelles planètes et découvrez de mystérieuses races qui vous aideront à découvrir la vérité derrière toute l'histoire, derrière votre histoire. Combat dans un système de tour par tour avec plus de 20 personnages jouables dès le lancement du jeu. Affronter un tout nouveau bestiaire de monstres plus puissants les uns que les autres, mais aussi et surtout explorer tous les recoins de l'univers pour résoudre des énigmes, découvrir des coffres trésors les plus précieux et bien évidemment agrandir votre équipe et augmenter votre puissance. Si vous aussi vous voulez faire partie de cette aventure, alors n'attendez plus, Honkai Star Rail est gratuit sur ordinateur et smartphone tout en vous permettant de synchroniser votre aventure sur ces deux plateformes et de reprendre là où vous en étiez quand vous voulez. Vous pouvez vous préenregistrer pour obtenir des cadeaux qui vous aideront à débuter votre quête comme il se doit. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger le jeu et vous préenregistrer. Je vous souhaite alors un bon jeu et un bon voyage stellaire dans Honkai Star Rail. Alors j'aimerais déjà rapidement évoquer la page de couverture qui met tout de même en avant Vegapunk rencontrant le Gorosei au grand complet. Plusieurs choses à relever, notamment que ça doit être la seule fois où Saturne a rencontré Vegapunk, qu'il avait mentionné à la fin du chapitre 1073. C'est surtout niveau chronologie où ça devient vraiment intéressant, car à cette époque, l'incident d'Ohara ne s'était pas encore déroulé, à en juger la taille du cerveau de Vegapunk et sa pilosité. Mais surtout, cela signifie que c'est la plus vieille apparition du Gorosei dans l'histoire. Auparavant, leur plus vieille apparition remontait à 22 ans en arrière, lors de leur discussion avec Clover, mais là c'est encore plus vieux que l'époque d'Ohara. Oui mais Goji, on s'en fout de tout ça, ça sert à rien. Non, non, vous ne comprenez pas. Là où tout le monde a vieilli en 20, 25 ou même 30 ans, le Gorosei est resté exactement pareil. La même pilosité, la même taille, la même position. Ça c'est chelou par contre. Mais tout est vraiment, c'est impossible. Personne dans l'œuvre n'a si peu changé en un temps aussi long, à part les géants. Mais ce ne sont pas des géants. Ou alors, il y a un problème. Juste à titre d'exemple, voilà à quoi ressemblait Rayleigh à cette époque et à quoi il ressemble maintenant. Même Vegapunk, regardez-le maintenant et regardez-le à l'époque de sa rencontre avec le Gorosei. Des dizaines d'années séparent ces images et le temps a bien fait son taf. Il a bien fait, sauf pour le Gorosei. Du coup, on fait quoi? C'est évidemment pas normal, mais on reste sur la théorie ancestrale du ils ont la fontaine de jouvence et la vie éternelle. J'avoue que ouais, c'est un peu l'hypothèse la plus probable. Toute histoire avec le Ope-Ope-no-Mi qui confère la jeunesse éternelle, etc. Pour autant, c'est pas la seule possibilité. Peut-être qu'il s'agit d'un pouvoir provenant de l'un d'eux, ralentissant le vieillissement physique, ou peut-être même encore quelque chose qui se trouve à Marie-Joise, qui stoppe le temps, expliquant pourquoi on les voit toujours au même endroit et qu'ils bougent presque jamais. En tout cas, le Gorosei se dévoile peu à peu ces derniers temps, comme en témoigne l'apparition et la révélation récente de Saturne. Si vous aviez cependant un certain recul sur le caractère éternel de leur apparence, ne doutez plus, car les 5 étoiles confirment bien aujourd'hui qu'ils cachent un secret lié à leur vitalité. Et d'ailleurs, si Saturne était déjà sur Egghead, c'est ce qu'on peut se demander après avoir vu une silhouette étrangement similaire à ce dernier détruisant les transmissions de toute l'île. En effet, celui qui semble être le traître de l'équipe passe encore à l'action. Cette fois-ci, ce sont les communications qui sont brouillées et effectivement, la seule vision qu'on a de lui peut faire penser à Saturne. Sauf que ça ne peut pas être le cas pour plusieurs raisons. Déjà, Saturne est toujours censé être sur la route, il n'est pas encore arrivé, et l'existence d'un traître remonte déjà quelques chapitres avant l'apparition de Jay Garcia, qui était à ce moment-là sur un navire. Donc sauf si Oda il nous a fait un petit coup de magicien avec les chapitres et leur chronologie, non,
Je pense que c'est donc déjà un bon argument, mais s'il en faut un autre, ce fameux traître semble très bien connaître l'emplacement des Dendenmushi Camera, appuyant davantage la théorie qu'il s'agit d'un résident ou d'un Vegapunk. Et justement, en parlant d'un Vegapunk, plus loin dans le chapitre, carrément à la fin même, Shaka révèle que les séraphins n'obéissent pas à ses commandes, alors cela signifie que celui qui leur a ordonné un tel chaos n'est autre que Vegapunk lui-même. Alors il pourrait effectivement s'agir d'un ordre de Saturne, encore une fois, c'est vrai qu'il est hiérarchiquement plus élevé que Vegapunk dans leur contrôle, mais là aussi il ne faut pas omettre la disparition de ce fameux Vegapunk lui-même qui survient à ce moment-là. De l'autre côté, le traître a été visible sur le Dendenmushi par Shaka au moment même où tous les Vegapunk avaient un alibi, cependant Atlas nous dit pouvoir changer de face et de masque à tout moment grâce à la technologie du futur, ce qui sous-entend qu'on ne peut se fier sur l'apparence. Sans oublier que les hologrammes sont omniprésents ici, ils ont littéralement introduit la technologie futuriste de l'île et pourraient nous leurrer à nouveau, comme ce fut le cas au début. Non mais oui, cette histoire devient compliquée, j'ai mal à la tête les refs. Est-ce vraiment un Vegapunk ou le Vegapunk qui nous joue des tours après avoir subi une sorte de manipulation mentale? Existe-t-il une autre entité que l'on ne connaît pas sur cette île? Vous l'aurez compris, c'est le bordel. On verra dans les prochains chapitres si des indices supplémentaires se dévoilent et nous permettront peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans cette histoire. Une énorme partie de ce chapitre met en évidence les groupes formés entre Mugiwara et les Vegapunk. On les retrouve sans surprise tous dans leur élément naturel, que ce soit Nami avec l'argent, Chopper dans le médical, Usopp et Franky avec Lilith et l'armement, ainsi que Sanji, Jinbei et Stussy. Bon, déjà Nami a laissé un sac de bijoux précieux, qui me laisse croire que Caribou passera dans le coin le voler, comme il a fait sur l'île des hommes poissons. Ça pourrait être un moyen sympa de le réintroduire, puis je doute qu'il soit celui ayant saboté Egghead. Chopper quant à lui découvre que la science peut créer des organes humains et artificiels, ce qui ajoute une pièce supplémentaire au puzzle du panacée qu'il souhaite tant découvrir pour soigner toutes les maladies. Une partie de son rêve est peut-être en train de se réaliser, mais pas seulement. N'oublions pas que Egghead n'est pas vraiment une île futuriste. Comme le disait Shaka, c'est plutôt une île du passé qui, malgré sa science profondément avancée, ne semble pas l'être plus que ne l'était l'ancien royaume d'il y a 800 ans. Ce qui signifie deux choses. Tout d'abord, l'ancien royaume pouvait lui aussi créer des êtres humains artificiels, si on suit cette logique, et on pourrait alors découvrir que certains clones existent ou ont existé provenant du siècle oublié. Ah, tiens, peut-être quelque chose qui pourrait expliquer la longévité du Gorosei. La deuxième chose, c'est que ce chapitre m'a convaincu sur l'importance qu'aura l'ancien royaume et ses révélations dans la réalisation des rêves des Mugiwara. En tout cas, les réactions de Chopper et Nami à ce sujet étaient unanimes, donc l'idée que la plupart réaliseront leurs rêves en découvrant l'histoire et les ruines de cette cité antique, le puissant royaume du monde, me paraît encore plus familière. On en vient au trio Sanji, Jinbei et Stussy. Et vraiment, je crois que je deviens fou et parano, mais y a rien qui vous choque? Non, à part que ce bouffon de Sanji veut être le toutou de Stussy, lui vas-y, c'est bon, bref. Non, dans la review du chapitre 1064, il me semble, je vous disais avoir trouvé ça marrant que les deux seuls Mugiwara à être théoriquement liés à la science, et par extension au clonage, soient Jinbei et Sanji, et qu'ils soient justement sapés d'une manière assez atypique, contrairement à tous les autres. Et là, comme par hasard, avec tous les personnages avec qui ils auraient pu se grouper, ils le sont ensemble, et en plus de ça, avec Stussy, une des clones de Vegapunk. Alors que les deux autres ont soit un séraphin, soit des gènes modifiés par un ancien Mads. Donc oui, je suis convaincu, en tout cas j'espère vraiment, que la science et le côté humain artificiel sera justement expliqué et dévoilé avec ce groupe-là précisément. On finit avec le groupe Franky et Usopp. Hormis le fait qu'ils se fassent attaquer par le séraphin de Boa, rien de bien plus intéressant. Lilith fait toutefois mention de son arme, un fusil à bulles capable de repousser n'importe quoi. Là j'ai pensé au Bubble Shield des pacifistas révélés dans le dernier chapitre et les pouvoirs de Kuma. Tout simplement. Le Nikyu Nikyu no Mi permet d'absolument tout repousser et de créer des bulles comme l'arme possédée par Lilith, et le Bubble Shield des pacifistas est justement une arme invoquant un puissant bouclier malléable. J'avais pas fait le rapprochement dans le dernier chapitre, mais il semble que Vegapunk ait exploité le Nikyu Nikyu no Mi à un niveau encore bien plus élevé qu'on pensait, et que ses propriétés puissent se retrouver dans de nombreuses facettes de l'armement de son armée. C'était globalement une partie assez calme et pas franchement passionnante, on va pas se le cacher. Nous arrivons à sa fin qui laisse quand même présager un truc assez exceptionnel, l'alliance des Mugiwara et du CP0, ainsi que tout ce qui en découle. Ça y est, Lucci et Kaku rejoignent la liste des ennemis devenus alliés. Bref, si vous n'avez pas manqué la review de la semaine dernière, alors vous deviez déjà le savoir car c'est exactement ce que je vous avais annoncé. Du coup, je me suis demandé si Lucci et Kaku suivront la même voie que les autres adversaires des Mugiwara, à savoir bien de s'allier à eux. J'ai peut-être cette sensation car ils ne donnent tellement plus le sentiment d'être des ennemis que je ne les vois pas être grand chose que des pseudo-alliés l'espace d'un instant. Effectivement, et sans grande surprise, ce double duo va s'allier pour combattre un ennemi commun. Alors même si tout le chapitre était plutôt mou, ce retournement de situation laisse très clairement présager un événement vraiment colossal.
Ces 4 personnages sont quand même d'une puissance assez rare et exceptionnelle dans One Piece. Dire qu'ils vont combattre un ennemi commun, c'est que l'ennemi en question sera tout simplement monstrueux. Et justement, qui sera cet adversaire? Là, c'est plus ou moins indéniable, Saturn et Kizaru sont nos cibles number one. Kizaru reste un amiral, c'est pas non plus un random, il ne serait pas étonnant que Saturn soit encore plus puissant que ce dernier. Au-delà de les vaincre, il va au moins falloir les repousser. Si on peut penser qu'un 2 versus 4 est directement en faveur des Mugiwara et leurs récents alliés, ça serait une très grande erreur puisqu'on oublierait presque la présence des Séraphins. Alors normalement, vous devez être comme moi, oui, les Séraphins c'est bien sympa, mais finalement, ils remplaceront jamais les Shichibukai. On se trompe les amis. On se trompe. Vegapunk, et donc par extension Oda lui-même, a beaucoup trop confiance aux Séraphins pour qu'ils soient juste ce qu'ils sont maintenant. En fait, très clairement, ils ne sont pas révolutionnaires dans le monde de One Piece, ils ne sont pas à la hauteur de la réputation que l'on veut leur accorder, en tout cas ce n'est pas le sentiment qu'ils donnent, et je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Mais dans ce chapitre encore, l'accent est mis sur leur nature de plus puissants humains au monde, par Lilith, tout comme l'avait fait Vegapunk. C'est évidemment pas des paroles en l'air, les Séraphins doivent cacher un atout, un potentiel les élevant au sommet de la chaîne alimentaire. Ouais, j'avais pas trop d'inspi sur celle-là. Là où je veux en venir, c'est que les Séraphins cachent un pouvoir qui viendra justifier leur réputation et surtout un pouvoir qui augmentera drastiquement la difficulté d'un combat s'ils venaient à s'allier à Kizaru et Saturn face à Luffy, Zoro et leurs nouveaux copains. Alors la question qui vient à l'esprit est évidemment la suivante. Quel est ce fameux pouvoir, mon cher Goji? Si on part du postulat que les Séraphins sont à l'origine constitués en majorité des gènes de Lunarian, on peut déjà s'orienter vers eux et analyser leurs capacités. Et quand je dis eux, je veux évidemment dire King. Dans son combat contre Zoro, King a démontré de très nombreuses particularités dévastatrices. Les flammes qu'il peut générer sont surpuissantes et n'ont absolument rien à envier à un utilisateur de fruits du démon. Les ailes qui ne sont pas de la déco, contrairement aux autres races célestes, qui leur permettent de voler à une vitesse absolument prodigieuse. Et comble absolu, ils sont invulnérables. Enfin, il est invulnérable, la plupart du temps grâce à la flamme brûlante dans son dos. Et quand je dis invulnérable, c'est vraiment le cas, comme en témoigne son indifférence totale à des attaques de Zoro prises de plein fouet. D'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais les Lunarians étaient autrefois appelés dieux par la population car ils étaient capables de survivre dans tous les environnements les plus hostiles. Alors du coup, on fait quoi avec nos Séraphins? On les sous-estime? Non messieurs dames. Pour l'instant, ce ne sont que des enfants, mais nul doute qu'ils grandiront et combineront la force et les aptitudes du modèle dont ils ont été clonés, à celle de la race des Lunarians. Ainsi, ils pourront voler, générer des flammes cataclysmiques ou tout simplement être invulnérables. Alors tout ça pour dire que oui, malgré la force ahurissante que possèdent désormais Luffy et Zoro, l'addition de celle de Lucci et Kaku ne seront finalement pas de trop face à un amiral, un membre du Gorosei et plus de 2 Séraphins au potentiel quasi illimité. Et vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Vu tout le background scientifique qui nous est proposé ces derniers temps, je serais même étonné que les Séraphins ne possèdent pas des gènes de plusieurs puissantes races de One Piece. Les Mix et les hommes poissons pour ne citer que, ils possèdent des particularités absolument folles qui, combinées entre elles, feraient effectivement émerger les plus puissants humains au monde. Bon, normalement ce petit passage sur les Séraphins aura servi à un petit peu redorer leur blason vis-à-vis des plus sceptiques d'entre vous. Pourtant ce n'est pas la seule interrogation qui persiste. Et oui, que va-t-il se passer à part ça? Quelles seront les conséquences de cette alliance et de la potentielle future guerre d'Egghead? Tout d'abord, Lucci et Kaku risquent d'être tout comme ceux-ci, bannis ou radiés du Cypher Pole. Ce qui signifie que, de la même manière qu'après leur défaite à Enies Lobby, ils seront traqués pour être arrêtés avec comme motif mutinerie, ou même acte de rébellion. Puisque oui, concrètement, là, ils s'apprêtent à combattre contre les Séraphins, et donc le gouvernement, aux côtés de pirates, des ennemis. Très clairement, ils sont pas prêts de refoutre un pied à Marie-Joise. Donc le CP0 a, à mon sens, vécu sa dernière mission ici, sur cette île. Alors, qu'en est-il de Luffy et Zoro? Sans savoir et pouvoir imaginer tous les scénarios du monde pour chaque personnage, j'ai quand même le sentiment que les bottes scientifiques et futuristes de Luffy qu'il a cassées dans le dernier chapitre constituent un véritable foreshadowing pour la suite. Ça paraît peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais écoutez-moi quand même. Dans la review précédente, je vous faisais part justement de ma théorie à ce sujet, que Egghead s'envolerait grâce à un dispositif de secours et qu'à mon sens, le dysfonctionnement des bottes de gravité de Luffy pourrait le séparer du reste du groupe. Aujourd'hui, j'ai réalisé que plus que Luffy, c'est désormais Kaku et Lucci qui ne possèdent pas de bottes non plus. Donc ce quatuor pourrait se transformer en trio de Zoan, puisque Zoro, lui, possède des bottes qui pourraient automatiquement le guider près des Vegapunk et du reste des Mugiwara. Et ce trio qui se retrouverait face à Saturn, Kizaru et les Séraphins
fin pourrait finir emprisonné. Effectivement, je pense qu'un monde existe où Luffy et par extension Kaku et Lucci pourraient se faire choper par la marine ici sur Egghead. Bien qu'il soit désormais empereur et que peu nombreux sont ceux pouvant prétendre de rivaliser avec sa puissance, Luffy serait capturé et fait prisonnier. Les raisons pourraient être multiples. Chantage de s'en prendre à des innocents comme les civils d'Egghead, pouvoir particulier de Saturne, pouvoir particulier du traître qui sévit actuellement, et j'en passe. Alors oui, effectivement, cette théorie se base majoritairement sur une autre théorie qui est la séparation de Luffy avec le reste du groupe, mais après tout, pourquoi pas? Luffy lui-même s'est déjà retrouvé à Impel Down pour libérer Ace. Pourquoi ne pourrait-il pas vivre ce scénario à son tour? Nika, l'entité qui l'incarne, est liée à l'univers des esclaves et des prisonniers. Ne serait-ce pas ironique de le voir enfermé derrière les barreaux, là où il pourrait justement rayonner et redonner de la joie à ceux dont la liberté fut injustement retirée? Mais surtout, le point d'orgue de cette histoire serait la symbolique finale, de voir le héros qui sauve tout le monde, demandant à être sauvé à son tour. Vous vous souvenez quand je mettais en évidence dans les dernières reviews l'omniprésence totale de traîtres dans chaque arc que compose l'œuvre? C'était devenu une logique inébranlable, ou un défaut d'écriture d'Oda, capable de prédire à l'avance ce scénario quasiment sans faute. Eh bien, j'ai un autre exemple comme ça. Un exemple similaire, voire même encore plus précis, Luffy capturé. Encore une fois, dans quasiment chaque arc majeur de One Piece, Luffy en vient, un moment ou l'autre, à se faire capturer, à se faire isoler ou à se faire menotter. Voyez plutôt Alabasta, prison de Crocodile. Skypiea, menotté par la boule en or des nerfs ou isolé dans Nola. Water 7, menotté par le CP9. Thriller Bark, capturé par Gecko Moria. Amazon Lily, emprisonné par les Kuja. Impel Down, menotté par Ivankov. Bon, là c'était facile mais quand même. Ensuite dans le Nouveau Monde, Rebolote. Île des Hommes Poissons, capturé. Punk Hazard, capturé et en prison par César Clone. Dressrosa, le Colisée peut représenter une prison, mais il a aussi été menotté par Doflamingo. Whole Cake Island, capturé et emprisonné par la famille Big Mom. Et pour finir, évidemment, Wano Kuni, où il a fait un petit tour dans la prison d'Udon. Rendez-vous compte à quel point Oda ne manque absolument jamais de faire capturer ou emprisonner Luffy d'une manière ou d'une autre. Alors, maintenant vous avez sans doute imaginé ma question, mais pourquoi pas sur Egghead? Pourquoi, à la différence de tous les arcs de One Piece, excepté l'arc de Zou, il n'y avait pas d'ennemis, cet arc précisément de Egghead serait différent? Vous l'aurez compris, j'en suis convaincu. Jusqu'à présent, Luffy n'a pas encore été enchaîné, capturé ou emprisonné ici, et comme chaque fois depuis plus de 20 ans, ça ne devrait pas tarder d'arriver. Or, cette fois-ci, les conséquences seront peut-être tout autres, et Luffy ne se retrouverait pas libéré au bout de seulement quelques chapitres, non, mais serait escorté soit sur Impel Down, soit sur Enies Lobby, soit sur la Terre Sainte de Marie-Joise pour être jugé et exécuté. Le gouvernement mondial aurait enfin réussi à mettre la main sur Nika et essayerait tant bien que mal à effacer de nouveau son nom de l'histoire. Du coup, comme je venais de le dire, le point d'orgue de cet événement ne serait nul autre que le sauvetage de Luffy par ses amis. Le parallèle ne vous rappelle-t-il pas Ace et l'événement de Marineford qui en a découlé? Cette fois-ci, ce n'est pas Ace mais Luffy qui serait exécuté. Et cette fois-ci, ce ne serait pas Barbe Blanche qui viendrait le sauver mais Dragon, les révolutionnaires et surtout les Mugiwara accompagnés de leur flotte de 5600 alliés.